AIP, c'est pour auto-immune protocol. C'est quand même un régime particulièrement restrictif. D'ailleurs, quand je l'ai découvert, je me suis dit, comment font-ils pour supporter un truc pareil? C'est la galère. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous vendre du rêve. On a chacun une histoire qui est tellement, tellement personnelle que bien évidemment, un régime standard peut pas aller à tout le monde. Ça, c'est clair et net. J'avais déjà vu les grands bienfaits de mon changement d'alimentation. J'étais plus sous médicaments, j'allais très bien, j'avais déjà créé mon blog et puis je me suis retrouvée dans une relation toxique. J'étais à mille lieues de penser que ça pouvait être ça à l'origine du retour de mes crises à haut niveau. Je trouve que celui qui a le dernier mot, c'est le corps. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle maladies auto-immunes et d'alimentation avec mon invitée Béa, qui est coach en santé intégrative. Bonjour Béa. Bonjour Hélène, écoute, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis ravie d'être là avec toi ce soir. Eh ben, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. J'aimerais qu'on commence par déjà expliquer un petit peu ce que c'est qu'une maladie auto-immune. C'est quoi la particularité d'une maladie auto-immune? Alors, maladie auto-immune, alors, je rappelle que je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas rentrer dans des grands trucs scientifiques. Je vais être très, on va dire, très vulgarisante, très terre à terre. Maladie auto-immune, c'est tout simplement en fait le système immunitaire qui s'attaque à notre propre corps. Ça peut être à tout et n'importe quoi, au lieu de s'attaquer à un virus ou une bactérie, enfin un truc extérieur. Il s'attaque à notre propre corps. Et donc moi, en l'occurrence, puisque j'ai une spondylarthrite ankylosante, pour moi, ça va surtout être des douleurs articulaires. Enfin, c'est comme ça que la maladie auto-immune s'exprime chez moi. Et donc voilà, donc le système immunitaire qui s'emballe, qui s'en prend à nous, enfin à soi-même, quoi. C'est ça. Donc toi, ça fait longtemps que tu as cette maladie auto-immune. Alors, on m'a diagnostiqué en 2007, mais en fait, a posteriori, quand j'ai découvert en fait la liste totale des symptômes, je me suis rendu compte, enfin, déjà en plus, déjà ma mère s'en souvient très bien aussi, et même en regardant mon dossier médical, les premiers symptômes, je les ai vus en 1989. Donc, mon diagnostic est quand même arrivé particulièrement tard. Voilà, j'avais des symptômes à droite à gauche, mais ils ne trouvaient pas d'explication. Il a fallu attendre une poussée inflammatoire, une crise de dingue, ça a duré 1 an d'enfer il a vraiment fallu que ça atteigne un niveau dingue pour qu'on arrive enfin au diagnostic. D'accord. Ça peut arriver. J'imagine que ça arrive souvent. De passer à Ouais. côté d'un diagnostic. Enfin, moi, dans mon cas, bon, c'est quand même très flagrant puisque c'est une pelade. Donc là, ça se voit immédiatement au niveau des cheveux. Mais dans certains cas, c'est vrai que ça peut mettre des années pour obtenir un diagnostic. Du coup, parce que justement, c'est des symptômes un petit peu diverses et variés et ça peut être compliqué Ah de... oui, en fait, on les a pas forcément tous en même temps, d'une part. Ensuite, il n'y a pas forcément, comment dire, enfin moi on voyait rien radio ni IRM. Enfin voilà, en même temps, il suffisait d'une prise de sang. Ma Ouais, vitesse de sédimentation était au plafond, la CRP aussi, enfin protéine CRP, tous ces trucs-là. Après, ils ont même fait les tests, donc je suis HLA-B27, donc c'était un antigène. Enfin voilà, c'est terrain génétique, mais après en même temps, voilà, certes, il y avait déjà un terrain génétique dans ma famille pour des rhumatismes chroniques inflammatoires. Ma grand-mère avait une polyarthrite rhumatoïde, mais donc ce qui est un peu différent, mais c'est des maladies cousines. C'est pas le même HLA. Enfin bon, bref. Mais apparemment, il y en a certains qui n'ont pas forcément ce terrain génétique, qui peuvent quand même avoir la maladie. Donc bon, voilà. Donc, mais oui, je crois, parce que j'avais assisté il y a déjà plusieurs années à une conférence sur les spondylarthrites. Je crois qu'en moyenne, ils mettent au moins 7 ans, et c'est vraiment une moyenne pour faire le D'accord. diagnostic. Donc, je suis loin d'attaquer à pas. Et donc, moi, finalement, quand j'ai eu le diagnostic, ça a été un véritable soulagement parce que j'avais Bah enfin oui. un mot
bien sur sûr. toutes mes années de souffrance. Et puis en plus, quand c'est depuis l'âge de 8 ans et donc jusqu'à 25 ans, du coup, à chaque fois que j'avais un symptôme, enfin, j'en avais quand même souvent. Et en gros, on a l'impression de toujours avoir quelque chose qui ne va pas, d'être Mmh. un peu toujours en train de se plaindre, ou je sais pas quoi, enfin, et sans avoir d'explication. On me disait que c'était soit la croissance, soit trop de sport, soit pas assez de sport. Et bien voilà, ouais, donc finalement, ça a été un véritable soulagement d'avoir un diagnostic, quoi. D'accord. J'imagine que Euh, c'est compliqué à vivre, surtout si, enfin, quand tu es adolescente, une jeune femme qui à cet âge-là, voilà, profite de la vie et avoir des douleurs constantes, c'est quand même, c'est Alors moi complètement différent. c'était essentiellement la nuit. Moi j'appelais ça avoir mal à ma cambrure parce que je suis très, enfin j'étais surtout à l'époque, peut-être un peu moins maintenant. J'en sais rien, je prends pas compte. J'étais très cambrée et donc je pensais que c'était parce que voilà dans la nuit souvent j'avais mal dans le bas du dos, donc Mhm. voilà, donc je dormais mal la nuit, donc forcément après j'étais quand même crevée dans la journée. Voilà, et d'ailleurs j'ai des amis après qui m'ont dit ah bah alors c'est pour ça que tu es tout le temps crevée. Euh, je me suis dit, bon, ok, donc c'est comme ça qu'on me voit, toujours crever. Mhm. Voilà. Alors que bon, j'essaie de pas trop en parler, mais donc, du coup, il y a un soulagement d'avoir un mot, puis surtout que quand toute la dernière année où là, c'était un enfer absolu, le niveau de crise avait atteint au pire moment, je dormais 2 heures par nuit parce qu'en fait, moins je bouge, plus j'ai mal. Enfin, je peux mettre tout ça au passé parce que maintenant, ça ne me pose plus du tout de problème. Moins je bougeais, plus j'avais mal, et donc de rester allongée pour dormir la nuit, ça devenait impossible. Compliqué. Donc je me retrouvais à faire les 100 pas dans mon studio parce que je m'étais rendu compte à force que en fait le fait de bouger, de me relever et de marcher, ça me soulageait, mais j'avais qu'une envie, c'était dormir. J'étais Ouais, ouais, épuisée pour le coup. j'imagine. Mhm. Donc, mais comme à ce moment-là, je venais de démarrer ma vie professionnelle, j'avais quitté le nid familial parce que j'étais donc autonome, tout ça, voilà, bref, autonome financièrement, je veux dire. Voilà, j'avais quitté le nid familial et j'étais rentrée dans la vie professionnelle. Donc, bien évidemment, on m'a dit, oh, c'est le stress d'avoir quitté papa, maman et de démarrer la vie professionnelle. Donc, c'est le stress. Mais je disais, mais genre, je veux bien que je sois stressée, mais enfin, quand même, ça atteigne ces niveaux-là de douleur épouvantable. Je disais, c'est pas possible. Et donc, quand on s'entend dire c'est le stress ou c'est dans la tête et je sais pas quoi, le premier rhumato que j'avais consulté à l'époque m'a dit, vous changez d'oreiller, ce sera bon. Ouais. Donc voilà, j'ai vécu un enfer où j'ai fini par aller voir un psy parce que je suis arrivée, je me souviendrai toute ma vie, je suis à la première consultation. Bah, écoutez, je suis là parce que j'ai mal au dos, j'endors plus la nuit. On m'a dit que c'était dans la tête. Alors écoutez, on va chercher, hein, on va bien finir par trouver ce qui pose problème. Et la dernière séance, je suis arrivée, j'avais un sourire jusque-là et je lui ai dit ça y est, je sais enfin ce que j'ai eu le diagnostic. J'ai une spondylarthrite ankylosante. Et là, je me souviendrai toute ma vie aussi de son visage qui s'est décomposé. Et elle m'a dit, là, pour le coup, vous voulez peut-être commencer une thérapie pour encaisser un diagnostic pareil. Je dis non. Je me sens revivre parce que j'avais l'impression d'être folle à Oui, voilà, force. parce que là, tu sais que en fait, c'est bien ton corps qui est en souffrance et pas, c'est pas Voilà. dans la tête, comme on a pu. Voilà, parce qu'après, comme on me disait que c'était le stress, j'essayais tout pour réduire le stress, mais ça suffisait pas. Parce que Mm. certes, C'est important aussi, maintenant, ça. voilà, Mm. le stress est définitivement déclencheur de crise, Mhm. pour moi en tout Ouais. cas, je pense pour beaucoup de personnes, Oui, hein, bah, bien sûr. de symptômes en tout genre. Mais c'est-à-dire que enfin, c'est pas non plus que le stress. Et puis une fois que la crise est lancée, elle est lancée, quoi. Que ce soit par Mm. le stress ou par autre chose, il y a un moment, il faut arriver à. Enfin, il faut savoir l'arrêter d'une façon ou d'une autre, quoi. Et Voilà. ça dure longtemps, des crises comme ça, dans ton cas? Alors, tout dépend après, voilà, ça a quand même un peu évolué, hein, ma maladie au fil du temps, parce qu'il y a eu la période déjà avant diagnostic, il y a eu la période après diagnostic avec traitement lourd allopathique. Donc Mhm. là, j'ai été avec des traitements de fond en tout genre, plus des tonnes
anti-inflammatoires, d'inhibiteurs de la pompe à protons, enfin, c'est-à-dire oméprazole, Inexium, tous ces Ouais, trucs-là, enfin, pour supporter les anti-inflammatoires qui me faisaient extrêmement mal à l'estomac et tout ça. Donc ça, plus ça, plus ça. Enfin voilà, donc il y a eu énormément d'évolutions au fil du temps. Alors avant le diagnostic, j'ai souvenir que oui, il y avait des périodes en fait où je perdais mon autonomie complètement parce que d'accord. je m'accrochais au fait d'avoir une vie professionnelle. J'étais tellement contente d'être enfin indépendante, pouvoir vivre ma vie, que du coup, je voulais surtout pas perdre mon tout premier boulot. Donc du coup, j'y allais. Je sais pas comment je tenais. Ça, c'est un truc que je saurais jamais. On me dit que c'est le mental, donc je dis certes peut-être. Et donc très souvent, j'arrivais à un point pour pouvoir tenir, aller au bureau tous les jours. Je n'ai jamais eu le moindre arrêt maladie. Enfin, en tout cas, cette Bah, période-là. bravo, parce que franchement, c'est compliqué de travailler avec une maladie auto-immune parfois, hein. Ah oui, oui, et puis enfin là, je pouvais pas le cacher, même si je m'en plaignais pas, j'arrivais dans un état tellement dingue que mes collègues, chefs de mission, tout ça voilà, tout le monde le voyait. Et donc régulièrement, je sentais que j'avais plus la force ni de faire mes courses, ni de me faire à manger, ni quoi que ce soit. Voilà, donc du coup, je prenais un petit baluchon et j'allais passer quelques jours chez mes parents qui heureusement vivaient Mm. dans la même ville. Et donc du coup, j'attendais que le plus gros de la crise passe. Avant de retourner chez moi, parce que voilà, j'avais pas trouvé d'autres moyens que ça. Mes parents n'avaient pas le temps de venir faire le Mm. déplacement pour faire des courses ou je sais pas quoi. Le plus simple, c'était finalement que j'aille passer quelques jours. Donc oui, généralement, ça dépassait pas une semaine pour une très grosse crise. Après, je voulais que ça allait un peu mieux. Puis j'avais qu'une envie, de toute façon, c'était de rentrer chez moi. Mais Mm. j'ai souvenir une fois d'un truc où, en fait, c'est aussi ce qui était compliqué, c'était qu'à la fois j'étais en grande souffrance, j'avais pas de diagnostic et on voyait rien. Donc c'était d'autant plus, c'est dans ta tête, quoi. Et on Mhm. voyait rien, donc du coup, par exemple, il y a eu une situation un peu incongrue, j'ai envie de dire, c'est que je me souviens qu'un jour, j'étais vraiment, vraiment très mal, mais je suis quand même allée faire mes courses donc dans le quartier à pied. Hein. Et puis, une dame âgée qui devait avoir au moins 90 ans, je pense, qui m'a demandé de l'aider à traverser. J'ai pas osé dire non, Mm. parce que comment est-ce que je peux dire non alors que j'ai 25 ans et en fait donc on a traversé toutes les deux en se prenant le bras et je me suis demandé laquelle était en train d'aider l'autre en fait. Oh. Ah non mais vraiment, j'étais dans un tel Mm. état que voilà que j'avais beaucoup beaucoup de mal à marcher. Hein. Au pire c'était certes les douleurs nocturnes, mais après il y a en fait pour la spondylarthrite ankylosante, il y a tout ce qu'on appelle le dérouillage matinal théoriquement mais moi il durait sur plus que Le la dérouillage matinée. Et matinal. voilà, D'accord. c'est qu'on est complètement rouillé de ne pas Mhm. avoir bougé. Et donc finalement, après, avec le mouvement dans la journée, au fil de la journée, ça a tendance normalement à se dérouiller et du coup finalement à apaiser un peu la crise. Mais il y a un moment où quand c'est vraiment trop à fond les ballons, l'énorme crise, que il n'y a plus vraiment Ça se de débloque dérouillage. plus. Voilà. C'est Mm. voilà. Et finalement, en fait, au moment où ce qui a poussé finalement à être diagnostiquée, c'est qu'un jour donc j'étais donc vraiment au plus mal. Donc j'appelle ma mère, je dis ce soir je débarque après le boulot, j'arrive chez mes parents et elle m'a vue comme une petite grand-mère. Et donc là, en fait, elle a quand même complètement flippé. Elle a décroché le téléphone derrière mon dos. Je l'ai su après. Hein. Elle a décroché le téléphone. Elle a appelé notre généraliste, parce qu'on c'était Mm. notre médecin de famille depuis X années. Elle a dit vous débrouillez. Ça fait des mois que ça dure. C'est clairement pas dans sa tête. Bien Donc vous sûr, ouais, c'est pas débrouillez pour trouver normal. ce qui se passe. Ma fille de 25 ans, elle doit pas se retrouver à se tenir au mur pour marcher. Quoi. C'est pas possible. Et donc je crois dès le lendemain matin, je le voyais. Et là, enfin, il m'envoyait chez un excellent rhumato, grand spécialiste d'ailleurs de la spondylarthrite, qui Mhm. m'a immédiatement diagnostiqué. Voilà, il m'a dit oh, bah, c'est clair, vous avez tous les signes. D'accord. Donc voilà. Et en fait, c'est quoi en fait l'approche conventionnelle du coup pour cette maladie-là?
Et alors donc justement, bah, après on s'entend dire que, on a un diagnostic, à vie, Il faut vivre des avec, traitements à vie. Mmh. Voilà, on est condamné Ouais. à finalement à être sous médicaments, toute notre vie pour pas souffrir. Mmh. Alors éventuellement, on peut espérer que, un peu plus tard, alors je crois qu'il m'avait parlé à un moment de vers la soixantaine, il y en a qui ont moins de crises ou je sais pas quoi. D'ailleurs, je me suis La posé la question, soixantaine, est-ce je me suis dit: «Bon, ça fait un peu loin quand ça fait même». voilà, ça fait pas mal d'années tout ça. Voilà. Après d'ailleurs maintenant avec le recul, je me demande s'il n'y a pas une relation de cause à effet avec, le fait d'être à la retraite pour certains. Peut-être. Mmh. Voilà. Et donc voilà, donc finalement globalement, en fait, on nous annonce on est un peu condamné à vie, hein. On a une Mmh. condamnation à vie, parce que, bon, bah, on ne sait pas trop d'où ça vient, et puis donc il y a pas de traitement pour soigner, il y a que des traitements pour stopper, Mmh mh. les symptômes, les douleurs, essayer d'avoir une vie, le plus normale possible, quoi. Et du coup, tu avais Donc combien de médicaments, alors je me souviens, alors donc j'avais commencé le tout premier traitement de fond que j'ai eu, c'était Salazopyrine. J'ai eu ça pendant 4 ans, tout en ayant des anti-inflammatoires tous les jours. Sauf qu'en fait, bah, après les anti-inflammatoires, donc on prend déjà, donc j'avais dû commencer avec de l'oméprazole, puis après ça suivait des pubs, puis après et puis donc j'avais donc au départ juste un rhumatisme et puis après, bah, rapidement, j'ai vu un gastro-entérologue aussi, que je mmh consultais régulièrement, parce que j'avais tellement de problèmes digestifs avec tout ça, que bah, je me suis retrouvée à une époque à prendre jusqu'à 7 médicaments par jour. Je me trimballais avec mon sac de médicaments, enfin, quand je partais éventuellement en vacances ou je sais pas quoi, je me disais, mais j'ai l'impression de ressembler à ma grand-mère. Mais ma grand-mère, elle avait plus de 80 ans, donc c'était quand même normal, hein. Et donc, puis donc il y a eu un au bout de 4 ans, du jour au lendemain, tout à coup, j'avais des nausées épouvantables. Je me suis retrouvée à devoir sortir du bus de toute urgence et vomir dans la rue. Et donc, je sentais hein, que c'était certainement les effets secondaires d'un médicament, mais quand on en prend 7 par jour, lequel? Donc là, on regarde, on épluche toutes les notices, voilà, d'effets secondaires, parce que moi je voulais pas les lire parce que si j'avais peur que ça m'influence. Hein. mh. Donc je regarde tous les effets secondaires. Bien évidemment, moi je me disais bon bah c'est le dernier que j'ai pris. Et en fait, donc il y a eu quand même plusieurs semaines de galère à essayer de trouver quel était le coupable. Et finalement, c'était celui que je soupçonnais le moins, celui que je prenais depuis 4 ans. Et en fait, apparemment, c'est assez rare, mais tout à coup, j'ai fait un rejet total de mon corps saturé de ce traitement donc, qui s'appelle Salazopyrine, qui est un Mmh vieux. mh. Apparemment, c'est considéré comme un vieux traitement, ils appellent ça comme ça hein, en médecine. D'accord. Et après, enfin même j'avais eu d'abord, je crois que même avant Salazopyrine, j'avais fait un essai de biothérapie, donc ce qui est également appelé anti-TNF. Globalement, donc ça, c'est des injections qui, en fait, ça casse le système immunitaire. Puisque comme Mmh mh. le principe de la maladie auto-immune, c'est le système immunitaire qui s'attaque à nous-mêmes, bon, bah, on Mmh. le casse pour qu'il arrête de s'en prendre à nous, quoi. Donc j'avais eu un essai, 2 essais, puis ça n'avait pas vraiment fonctionné. Puis finalement, après le rejet de la salazopyrine, on a retenté. Je me souviens plus des détails, mais en gros, je me suis retrouvée aux urgences, euh, où là, j'ai grillé la priorité à tout le monde tellement j'étais en un état épouvantable. J'ai fait une grosse, grosse allergie à l'excipient. Mon rhumato me dit donc vous êtes allergique parce qu'en fait comme j'avais également déjà fait une réaction avec l'ambrelle et qui en fait il a regardé quel était l'excipient enfin le voilà qui était en commun entre les deux et donc c'est là qu'il a pu faire un recoupement et me dire donc vous êtes allergique à l'extrait d'ovocytes de hamster de Chine. Et là, en fait, comme ça faisait déjà quelques années que je le connaissais et qu'il me voyait très régulièrement, on avait commencé de temps en temps à rigoler. Donc, voilà, plutôt que d'être tout le temps en mode je vais pleurer de ma situation, là, je me suis dit qu'est-ce qu'il est en train de me dire il me fait marcher, est-ce qu'il faut que je rie et en fait, non. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue quand même ce qu'on se retrouve à s'injecter. Mmh mh. Enfin bref, bon, voilà. Donc de toute façon, donc c'est impossible de le reprendre tellement la réaction allergique avait été énorme. Et donc après, j'ai été mise sous Symphonie, qui est un autre
anti-TNF, voilà, donc je les ai à peu près tous testés. Enfin, il y en a, je sais plus, il doit y en avoir Mmh. 5-6 sur le marché maintenant. J'en ai testé au moins 3. J'étais un peu comme une junkie à l'époque parce que j'avais vraiment ce qui s'appelle l'effet fin de dose. C'est-à-dire que donc on fait l'injection, par exemple le premier de chaque mois, mais on n'a absolument pas le droit de la faire dès qu'on commence à avoir mal. C'est-à-dire que souvent, au bout de 3 semaines, ouais, à peu près 3 semaines, c'était plus efficace et donc j'étais comme une junkie qui comptait les jours de quand est-ce que je vais pouvoir refaire mon Ah. injection. Hein. C'était voilà, donc ils appellent ça officiellement l'effet fin de dose. Mais on est un peu Donc addict, enfin, il y a une non, 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 espèce non, mais d'addiction. bon, moi j'étais addict au fait que ça me soulage, quoi. Ouais, bien sûr. Mais je me disais, enfin voilà, c'est juste, enfin, il y a un côté quand même un peu flippant. Mmh. Voilà. Et puis aussi, donc en fait, au fil du temps, donc déjà, enfin, donc en parallèle, ça me privait pas ça ne suffisait pas en soi-même. Et ce traitement, il fallait quand même que je continue à prendre anti-inflammatoire. Je ne sais plus combien j'en prenais, peut-être deux par jour. Enfin, voilà, anti-inflammatoire à longueur d'année pendant Mmh. 11 ans, je crois. Waouh, 11 ans, parce que c'est Ouais, quand même chaud pour, enfin, pour voilà. l'estomac, Ah bah oui, 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 non, mais l'intestin. je travaille encore à réparer tout ça. Ouais, bah, je me doute bien. Mais du coup, tu as eu tout ce parcours avec les médicaments, hein, le traitement Voilà. médicamenteux. Qu'est-ce qui a fait que, au bout d'un moment, tu as dit, bon, là, j'en ai marre, je vais me tourner vers des solutions plus naturelles, Alors parce que tu j'ai t'es eu en formée, du fait, coup, après pour aider les autres aussi. ouais, en fait, alors donc en plus de la grosse réaction allergique, j'ai eu une toute petite chirurgie. On devait me cautériser le nez, en fait, au laser, Mhm. qui est partie dans tous les sens. Et en fait, j'ai su après coup qu'il faut absolument, apparemment, jamais opérer le nez sous anti-TNF parce que voilà, c'est impossible. Enfin, donc je faisais des réactions édémateuses sur réactions édémateuses. Enfin, c'est un truc abominable. Mon ORL l'a appris, on va dire à mes dépens, il l'ignorait légalement, parce que donc, lui, il est chirurgien ou ORL, mais il n'est pas rhumato, donc il ne connaît pas les Mm. traitements rhumato. Mon rhumato, lui, avait validé le truc parce qu'il n'est pas chirurgien. Donc là, je me suis dit, ça commence quand même à me chiffonner tout ça, ces effets secondaires. Je voyais aussi que je cicatrisais de plus en plus mal. Enfin de très mal sous anti-TNF. Ça fait pas partie des effets secondaires listés, mais quand j'en parlais avec mon rhumato, je disais mais j'ai l'impression que je cicatrise plus, un tout petit bobo, une égratignure, ça met des lunes et des lunes à cicatriser. Il me disait oh mais non, 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 il n'y a pas de raison. Par contre, quand j'en parlais avec mon généraliste, il me disait ah mais oui, tout à fait. Et alors du coup, je me disais mais je sais plus qui croire, enfin à qui Ouais. faire confiance. Mm. Et en fait, jusqu'à ce que mon généraliste me dise le truc qui m'a complètement convaincue. Il me dit, mais de toute façon, quand vous avez un bobo qui ne cicatrise pas, vous allez chez qui? Votre rhumato ou votre généraliste? Et donc, là, je me suis dit, ah oui, quand même, il a raison. Donc, je ne me fais pas de film. Effectivement, j'ai quand même bien un problème. Voilà. Mhm. Et donc, je me suis dit, il va falloir quand même que je commence. Ça, voilà, ça faisait son petit chemin dans ma tête. Ça a mis quand même plusieurs années. Il avait quand même fallu que j'ai beaucoup d'effets secondaires au fil des années. Alors là, je la fais très courte. Mais, et donc, je commençais à me dire, bon, puisqu'on en parlait tout à l'heure, moi, effectivement, le stress est un déclencheur de crise. Et donc, je me Ouais. suis dit, bon, bah, ma cocotte, si tu veux essayer d'arriver à réduire tes crises et moins prendre de médicaments, bah, tu vas apprendre à gérer ton stress. Mhm. Et je tombe sur un livre de David Servan-Schreiber, qui est aussi l'auteur de Anti-cancer. Et donc, je suis tombée sur son livre Comment guérir le stress, l'anxiété, la dépression sans médicaments ni thérapie. Voilà. Mhm. Ça a été voilà, le grand Le déclic. déclencheur, ouais. Voilà, Mhm. le grand déclic, parce qu'en
fait, il parle des oméga 3 et de tous les bienfaits des oméga 3. Je me suis dit: «Bon, je vais lui faire aveuglément, confiance et je vais prendre 2 grammes d'oméga 3 par jour», ce qui est quand même beaucoup, beaucoup plus que ce qui est marqué sur les boîtes, hein, quand on en Oui. achète. Ça n'a pas agi sur mes douleurs, mais ça a agi effectivement sur, j'ai toujours eu un peu un fond de dépression et là, ça m'a fait l'effet d'un antidépresseur dingue, mais dingue. Moi, Je je pétais suis le une feu. grande fan d'oméga 3 aussi. Ah ouais. Ah, pour la peau, oui, oui, j'en parle souvent d'ailleurs. Ah bah voilà. Mm. Et donc, et en fait, c'est surtout ces explications où il expliquait que, bon, qu'apparemment même un bipolaire, il y a pas besoin de le mettre sous médicaments parce que j'en connais des bipolaires. On Mhm. les gave de médicaments et ils sont complètement dans le pâté, enfin, ils sont Ouais, l'ombre bah ça. d'eux-mêmes après, avec les effets secondaires. Et du coup, il disait: «Bah, il y a juste besoin de les mettre tous, de 2 grammes d'oméga 3 par jour, hein, et puis de faire, je sais pas, de l'exercice». Enfin bon, voilà. Mm. Et il explique en fait pourquoi on se retrouve tous en carence d'oméga 3, c'est-à-dire qu'apparemment autrefois, la viande sauvage, enfin le gibier, tout ça était plus riche en oméga 3 que la viande d'élevage. Enfin voilà, et donc je me suis dit mais c'est complètement D'accord. rationnel. Et quand j'ai vu l'effet que ça avait sur mon humeur, plus jeune j'avais été vraiment en grosse dépression, on m'avait mise sous antidépresseur, donc j'avais toujours un peu un fond de déprime, mais là donc ça a été voilà. Je me suis dit, mais donc si l'alimentation et des histoires d'oméga 3, alors que, et on colle des bipolaires sous traitement très lourd qui finalement leur rend la vie Mm. impossible tellement il y a des effets secondaires, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Donc là, je Ouais. me suis dit, il faut que je creuse le sujet. Et j'ai commencé à non mais là, ça a éveillé mon envie vorace de me documenter. J'y passais absolument tout mon temps libre à écouter des podcasts, des Mm. trucs YouTube, lire des trucs. Alors, bon, en français, je suis quand même rapidement arrivée au bout des publications. Alors, bon, là, je parle de ça, c'était 2016-17, je crois. Donc maintenant, il y a quand même beaucoup plus de choses, puisque voilà, maintenant c'est un peu la mode de l'intestin, le second cerveau, tout vient de Oui. l'intestin. Mais à cette époque-là, c'était quand même un peu moins mode que maintenant en 2024. Et donc, bah voilà, après j'ai continué à me documenter dans les trucs, les publications américaines et tout. Voilà. Et puis, donc là, je me suis dit, bon, bah, je suis prête maintenant à essayer de tester en changeant mon alimentation. Parce que j'avais déjà entendu parler au tout début de mon diagnostic, j'avais fait des recherches, j'avais regardé les histoires du docteur Senialé, j'étais tombée dessus. Mhm. Et en fait, je me souviens qu'en fait, si j'avais pas sauté le pas, c'était parce que je trouvais que ça manquait de témoignages. Parce qu'il n'y avait pas non D'accord. plus autant de blogs et de tout ce qu'on veut que maintenant. Il n'y avait pas. Donc, mon diagnostic, il a été en 2007. On était encore presque dans les débuts de Facebook. Hein. On n'était pas. Il n'y avait pas encore Instagram, je Mhm. ne sais pas quoi. Il n'y avait pas tous ces influenceurs, ces YouTubers, ces je ne sais quoi, Oui, c'est qui vrai. avaient des chaînes où ils racontaient tous leurs trucs. Encore moins, je sais même pas si encore maintenant il y a quelqu'un qui a une chaîne autour du truc du docteur Senialé, hein, du régime On Senialé. en parle un petit peu. On en parle, mais c'est voilà, c'est quand même assez, ça reste quand même très confidentiel. Donc moi je me disais mais non mais je suis hyper gourmande, j'adore les pâtisseries. En plus voilà, la cuisine a toujours été ma grande passion. On est hyper gourmand dans ma famille. Mon père a travaillé dans l'agroalimentaire toute sa vie, donc voilà, on est hyper gourmand. Même si on a toujours mangé vraiment des très bons produits, presque tout fait maison. Voilà. Donc comme je l'ai dit, j'ai été élevée au bon grain. Mais malgré tout, en fait, donc à mon insu, je mangeais des aliments auxquels j'étais intolérante. Parce que comme c'est pas des réactions allergiques qui envoient à l'hôpital, hein, mais c'est finalement donc les intolérances alimentaires, ça peut Mhm. être jusque dans les 72 heures qui suivent l'ingestion Ingestion. Mm. de l'aliment.
du coup, puis alors faire le lien entre Mmh. ce qu'on mange et une douleur articulaire. Bon, voilà. Donc, du coup, en fait, Seignel et Serge, j'en avais entendu parler, mais je me disais, c'est hyper lourd parce qu'il disait qu'il fallait plus manger aucun produit laitier, absolument pas de gluten, pas de maïs. Alors, par L'alimentation contre, hypotoxique aussi, hein, je crois qu'on l'appelle voilà. hypotoxique. Oui, on l'appelle aussi hypotoxique et Mhm. il disait il privilégie, il parlait aussi quand même des cuissons, donc cuissons Oui, douces, vapeur. Mhm. vapeur et beaucoup de cru. Donc, comme il n'y avait pas de témoignages quasiment à l'époque, du coup, j'avais pas osé me lancer. Je me disais, et puis on n'est pas du tout poussé à ça hein, par la médecine Ah non, non, pas du occidentale. tout. Et donc finalement, avec toutes mes lectures, je me suis dit, ça y est, là je suis convaincue, il y a quelque chose à faire. Mais comme nous sommes quand même en France, qu'on entend certains médecins traditionnels français ou occidentaux, de médecine occidentale, nous dire faut surtout pas supprimer le gluten parce que il peut y avoir des carences derrière. Alors j'ai toujours pas compris maintenant en quoi je pouvais avoir des carences du fait de pas manger de blé, dans la mesure où je mange tout un tas d'autres céréales qui sont sans gluten. Bon, bref. Du coup, j'avais quand même peur de me lancer toute seule. Et puis, je sais pas, quand on est prêt, je pense qu'il y a, je sais pas, l'univers, ou notre ange gardien, on appelle ça comme on L'intuition, veut. Il y a un truc qui fait que, comme par magie, voilà, une toute nouvelle copine me parle de son médecin fonctionnel et me dit, il faut que tu ailles le voir. Voilà. Et donc, je suis allée voir un médecin fonctionnel qui me fait faire un test d'intolérance alimentaire. Et ça a été, du coup, le début de ce parcours où, par contre, donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à devoir éliminer donc, le gluten, les produits laitiers de vache, les œufs, la levure de boulanger et je crois le miel. Enfin voilà. est-ce que tu penses qu'on retrouve des intolérances alimentaires dans la plupart des maladies auto-immunes? Est-ce que tu sais ou pas, hein? Les deux grandes familles qui sont pointées du doigt, c'est le gluten Ouais. et les produits laitiers. C'est le truc qui revient à longueur de temps. Et d'ailleurs, quand on regarde parce que donc certes, moi, je suis passée par ces histoires de tests d'intolérance. Alors, beaucoup disent que c'est pas fiable. Moi, ça m'a fait une base de départ. Et puis après, il a fallu que je creuse et que j'aille quand même beaucoup plus loin que ça. Mhm. Parce qu'après, donc, il faut quand même prendre en compte déjà les modes de cuisson. Moi, il faut absolument pas de cru. D'accord. Ça passe pas. Donc, faire cuire, mais cuisson plutôt douce. Et puis bon, après, faire attention aux combinaisons alimentaires, enfin, ces genres de choses. Il y en a qui font pas mon ménage. Voilà, être à l'écoute de son corps tout le temps. Hein. Mm. On peut pas se fier ni à une publication, c'est-à-dire une publication sur le médical qui va dire que tel régime fait des miracles, ouais, mais pas, on est tous différents, on C'est est ça. tous C'est uniques. individualisé. On est extrêmement individualisé. Donc moi, ça m'a fait une base de départ. Puis après, j'ai continué, bien sûr, à me documenter, d'autant plus que moi, j'ai réussi à ne plus prendre de médicaments presque 2 ans après avoir commencé Ah, d'accord. mon nouveau régime alimentaire. Donc, tenir le coup. Maintenant, parce que je reste encore. Alors certes, j'ai fait plein d'écarts ces 2 dernières années. Mais bon, là, je me remets bien dans les clous parce que je vois que je commençais à nouveau à avoir des symptômes, des petits symptômes. Alors, non pas sur ma spondie, mais plutôt des petits symptômes sur ma peau. Parce que, donc voilà, alors c'est marrant, hein, parce que finalement, donc moi, le Saint Graal, hein, le but recherché de tout ça, quand j'ai commencé à mettre ça en place, c'était réduire les douleurs. Et Oui. sauf que, bien évidemment, c'est arrivé beaucoup plus tard. Donc, j'ai commencé par déjà avoir une perte de poids. Donc, ça, oui, c'était flagrant. Mhm. Je perdais du poids. Ce qui était bien, hein, parce que du coup, mes jambes étaient moins lourdes à porter, parce que moi, c'était très localisé dans les jambes. D'accord. Donc, ce qui forçait quand même sur mon squelette aussi. Et puis, comment dire, c'était aussi, donc j'avais une kératospilaire. Alors ça, du coup, ça vraiment, c'est dommage parce que si j'avais su, j'aurais fait des photos avant-après, quoi. Mais comme je m'y attendais absolument pas, j'ai pas du tout pensé en fait. Donc l'ératospilaire, c'est les petits points rouges rugueux qu'il y a enfin moi, c'était surtout sur les bras. Mhm. Et ça a quasiment disparu. Et là, par contre, je vois que là, ces derniers temps,
c'est un peu revenu. Donc là, je me dis: «Il faut vraiment que je me remette complètement dans les clous». Donc Oui, mais donc là, tu maintenant rattaches quand même la peau, enfin les manifestations cutanées avec ce que tu manges, avec ton ah beh, alimentation. bien sûr, ah oui, tout, mais tout en fait, mais d'ailleurs après donc au fil de je me suis documentée. Moi, au début, j'ai cru que la médecine fonctionnelle était quelque chose de nouveauté révolutionnaire. En fait, pas du tout, parce que quand j'ai Mhm. continué mes recherches, bah non, parce que c'est en fait la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique, donc médecine traditionnelle indienne, ça fait des milliers d'années qu'ils le Oui, disent, que tout vient oui, de l'intestin. bien Enfin, sûr. tout ou presque, hein, on va dire Beaucoup de choses, 70 ou ouais. 80% des maladies chroniques, Bah, puis on auto-immune. pour, voilà. Bah, moi, justement, j'avais la Voilà. question sur le gluten. Je reviens juste 2 minutes sur le gluten parce que ça me semble important. Parce il y a tellement de choses qu'on entend sur le gluten, surtout bah, dans les émissions télévisées. On va. Comment dire? J'ai entendu donc des intervenants, des médecins ou des gastroentérologues qui, qui disaient en fait que le gluten avait été diabolisé, mais qu'en fait, il n'y avait pas forcément de raison, etc. Or, moi, quand j'écoute des médecins fonctionnels justement qui parlent de maladies auto-immunes ou qui parlent de choses comme la lipothyroïdie, ce genre de choses, eux expliquent l'importance justement d'enlever le gluten de son alimentation quand on a des problèmes comme ça, et notamment de parois intestinales poreuses, comme donc on appelle ça Mhm. le leaky gut ou l'intestin perméable, qui, je pense, est quasiment toujours le cas quand on a une maladie auto-immune. En tout cas, j'espère que je dis pas de bêtises là-dessus, mais moi, c'est ce que j'ai appris. Mhm. Et du coup, si effectivement le gluten affecte la paroi intestinale, forcément, ça va pas aider en cas de maladie auto-immune. Ah Donc, mais complètement. Tout ce que tu c'est ce que j'ai constaté, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que j'ai constaté, hein, qu'en réparant mon intestin, beaucoup de symptômes, donc voilà, une plus belle peau, enfin des choses comme ça, tout, s'est complètement amélioré. Et donc en fait, cette histoire de gluten, pourquoi est-ce qu'il devient, indigeste? Mais apparemment, d'après certains, pour tout le monde. Même si beaucoup ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont des symptômes parce qu'ils ne vont pas forcément jusqu'à la c'est maladie ça. auto-immune, Oui, mais c'est ils vont ça. avoir des Mhm. problèmes de surpoids. Le surpoids, c'est Des un signe gaz. d'inflammation. Voilà, des problèmes digestifs, des problèmes de surpoids. Le surpoids, c'est un signe d'inflammation Mhm. aussi. Donc, parce que moi, en réduisant l'inflammation, en fait, ce que m'a expliqué mon médecin fonctionnel, il m'a expliqué qu'avec j'avais une telle inflammation dans mon corps que mes adipocytes, c'est-à-dire les cellules qui en charge de déstocker les graisses, n'étaient plus en état de fonctionner. D'accord. Et donc, du fait de réduire l'inflammation, elles ont pu se remettre à bosser. Donc, j'avais rien changé au niveau des calories, mais rien. Mhm. Parce que du coup, justement, je fondais tellement que même mes parents commençaient à s'inquiéter. Il a fallu que j'aille passer une semaine de vacances chez eux, qui me met en face et qui deux et qui voit comme je mangeais comme quatre comme avant, pour que ça les rassure, parce qu'ils commençaient à s'inquiéter. J'ai quand même perdu en tout ouais, à peu près 15 kilos. Hein. Donc, Ah oui, oui, wow. oui, oui. Donc, vraiment, c'était tellement flagrant que, voilà. Mais, et donc, apparemment, donc, ce fameux gluten, il est devenu parfaitement indigeste du fait de l'hybridation. Oui, c'est ça. Et puis Que les si c'est pour ça pesticides que aussi. c'est pour ça que beaucoup disent, bah, revenez sur si vous voulez consommer du gluten, bah, allez retourner sur les farines anciennes qui n'ont Mhm. pas été Oui. hybridées. Donc là, on va parler du petit épeautre et tout ça. Et d'ailleurs, très souvent, ils disent, et puis arrêtez les pains à la levure de boulanger, prenez des pains au Au levain parce que levain. le levain prédigère le gluten ou je sais pas quoi, enfin, il le rend beaucoup plus digeste, enfin, Mhm. bref. Et Ouais. donc, en fait, c'est ça, il y a eu l'hybridation. Il y a eu une émission, je crois que la vidéo d'Arte doit être disponible sur YouTube. Je l'ai vu. Ouais. Voilà, Mhm. passionnant. C'est Voilà, donc super. là, Oui, c'est très intéressant. Mm. puis voilà, il nous montre voilà comment la pâte à pain maintenant finalement elle est ultra élastique par rapport à Mhm. autrefois, tout ça. Voilà, ça a été tellement tripatouillé par l'homme que forcément, bah, au bout d'un moment, la nature elle reprend ses droits. C'est Voilà. ça. Ouais. Donc voilà, c'est là où on en paie les pots cassés.
D'accord. Et à part le gluten, donc est-ce que toi, tu penses qu'il y a d'autres aliments à éviter quand on a une maladie auto-immune ou est-ce que ça va être du cas par cas? Est-ce qu'il y a des aliments à éviter pour tout le monde concerné par les maladies auto-immunes, évidemment, et d'autres aliments à privilégier? Alors, en fait, c'est complètement du cas par cas, ça c'est clair et net, parce que donc, mon frère et ma mère ont fait les mêmes tests d'intolérance alimentaire que moi. Ils ont pas du tout les mêmes intolérances. Mhm. Alors mon frère, par exemple, ultra intolérant au gluten, sans Mhm. être cœliaque, Oui, parce que c'est parce maladie que ça, c'est cœliaque, c'est possible, encore hein. Oui, différent. c'est ça. Cœliaque, c'est encore différent, c'est de la maladie auto-immune qui fait qu'impossible d'avoir du gluten, mais après il y a l'intolérance non cœliaque, Mhm. donc ou ce que certains appellent la sensibilité au gluten. Ma mère, elle, c'est les fruits et légumes essentiellement. Donc, quand C'est elle dingue. les a enlevés, alors ça la déprime, hein, parce qu'elle adore ça, Bah oui, mais elle j'imagine. voit qu'elle elle se sent quand même mieux. Mm. Et donc, mais par contre, elle a quand même enlevé le gluten alors que ça ressortait pas comme intolérance, et elle se sentait mieux sans gluten. Donc, elle Mhm. l'a quand même beaucoup réduit. Moi, ce que j'ai tendance à conseiller, c'est de vraiment de s'instruire en lisant tout ce qu'il y a. Maintenant, il y a quand même pléthore de documentation sur Internet ou dans des livres, sans forcément aller les acheter, au moins les emprunter dans des bibliothèques ou je ne sais quoi. Enfin bon, bref. Donc il y a surtout par les Américains, je crois, ou Suisses, le régime GAPS. C'est suisse, donc se documenter sur le régime GAPS, paléo, AIP, donc signaler également. Tous, voilà, ce sont des régimes standardisés où ils vont conseiller d'enlever tel et tel aliment. Et les grands en commun qu'ils suppriment, c'est effectivement donc le gluten et les produits laitiers. Parce qu'il y a également beaucoup, beaucoup de problèmes avec les produits laitiers. Alors moi, je mange encore des produits laitiers de brebis et chèvres. Alors parce qu'après, il y a une différence entre l'intolérance au lactose et l'intolérance à la caséine, Oui, ce c'est qui est ça. différent. Mm. Il y a beaucoup, beaucoup de confusion sur les deux, mais bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails ici. Puis parfois, Voilà, on peut manger aussi on va tolérer certains produits au lait cru et ou pas. voilà. Enfin, il y a une différence entre lait cru, lait pasteurisé, etc. Ah, complètement, ouais. Ouais. Mais, et donc là, c'est vraiment du cas par cas. Après, ce que je trouve extrêmement intéressant, et ça, j'avais entendu un naturopathe qui est aussi youtubeur en parler, et puis ça a été également au sein de ma formation. Donc, j'ai suivi une formation donc, de coach santé, nutrition intégrative, c'est-à-dire vraiment holistique, c'est-à-dire nutrition vraiment au sens très large du terme, c'est-à-dire tout ce qui nous nourrit dans donc notre environnement, ce qu'il y a bien sûr dans notre assiette, mais notre environnement, que ce soit la pollution, même notre environnement familial, social, même nos finances, même Ah voilà oui, tout notre nous métier, affecte en fait, tout ce c'est qui ça. peut Mm. nous affecter de près ou de loin, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a des très gros problèmes financiers, ça va Ah bah avoir un c'est sûr, impact sur bien sur sûr, sa santé. bien Donc voilà, sûr. donc c'est tout qui est à prendre Mm. en compte dans la santé holistique. Quelqu'un qui est dans une relation toxique, donc ça m'est arrivé. J'avais déjà vu les grands bienfaits de mon changement d'alimentation. J'étais plus sous médicaments, j'allais très bien, j'avais déjà créé mon blog et puis je me suis retrouvée dans une relation toxique. J'étais à mille lieues de penser que ça pouvait être ça à l'origine Mm. donc du retour de mes crises à haut niveau. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je retourne à la case départ. J'étais à deux doigts d'aller supplier mon rhumato de me remettre sous anti-TNF de toute urgence, Wow. jusqu'au jour où j'ai mis fin à la relation. Et ben, le soir même, j'ai dormi comme un bébé. Ouais, c'est fou, Délirant. hein. Je Ouais. l'aurais pas vécu, je l'aurais jamais Non, c'est fou. cru. Ben, Voilà. moi, j'ai vécu la même chose, en fait, donc du coup, je comprends tout à fait. Mais à l'époque, c'est pareil. Moi, j'aurais jamais soupçonné qu'une relation qui était pas forcément. Enfin, on peut la considérer comme toxique, mais bon, c'était pas non plus un désastre. Mais bon, je sentais quand même que ça créait du stress en moi. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, qui n'était pas, c'était pas très aligné. C'était, voilà, ça m'affectait quand même. Mais j'aurais jamais pensé que ça m'affectait autant. Tu vois, il a fallu vraiment que le corps s'exprime d'une façon assez puissante
Et puis finalement, quand la relation s'est terminée, plus rien. Le lendemain, bah alors plus rien, quoi. Ah bah, Euh, ouais, oui, ça pareil, hein. impacte énormément et on n'y pense pas tout le temps, on y pense même pas, enfin, peut-être en dernier. Mais les relations, c'est clair, les relations, qu'elles soient amoureuses, Ouais. même familiales ou Ah sociales, oui, oui, familial, professionnel aussi. oui, professionnelles, bah, toutes les relations en fait, ouais. Voilà, de Ça affecte près ou notre de loin, quotidien. ouais. C'est pour ça qu'on dit toujours Donc, de s'entourer avec avec de bonnes ah personnes. oui, complètement. Donc, Euh, alors, du coup, j'ai bifurqué, mais ce que je voulais dire, oui, dans ce que j'avais entendu, donc ce naturopathe youtubeur et également dans ma formation, c'est aussi de regarder quelle est notre génétique. Enfin, notre génétique. Alors, je suis pas en train de dire de faire des tests, je sais pas quoi, là, le truc, là, c'est la grande mode. la génétique, ouais. Moi, ça Moi, j'ai tout m'intéresse simplement beaucoup regardé alors. un peu ah non, mais je dis pas que c'est pas intéressant. Je veux dire, c'est encore un budget. Ça, Ah, il y a un ça c'est moment, clair, clair, quand ouais. on se tourne vers la santé holistique, il y a quand même un gros problème, c'est que c'est un budget C'est un colossal. sacré budget, Voilà, oui. parce que Ouais. bon, certes, il y a pour ceux qui font les tests d'intolérance, c'est absolument pas remboursé par la Sécu en France, Bah non, donc c'est et ça. c'est particulièrement cher. Les médecins fonctionnels sont souvent non conventionnés, absolument pas pris en charge et avec des honoraires élevés de spécialistes. Ouais. Et puis après, ils nous prescrivent tout un tas de traitements qui sont absolument pas pris en charge non plus par la Sécu. Donc tout ça, Complément, c'est un énorme budget. Donc c'est pour ça que moi, non pas que ça m'intéresse pas, mais je vais pas aller chercher. Voilà, moi c'est tout simplement mon histoire familiale. Je sais, sans même avoir fait une grande généalogie, je sais que bon, en même temps, vous allez me dire, pour moi c'est très facile parce que des deux côtés, mes familles, on vient des Ardennes, de Orléans ou enfin orléanais ou bourbonnais, donc vraiment dans les terres françaises et beaucoup dans tout ce qui était élevage de charolais, de bœuf ou de trucs comme ça. Donc absolument pas en bord de mer ou Mhm. d'océan ou je ne sais quoi. Et donc je suis absolument pas étonnée d'être beaucoup plus attirée par la viande que par les produits de la mer. Et donc, effectivement, ce naturopathe youtubeur disait, bah oui, regardez d'où vous venez. Et c'est revenu après effectivement, dans ma formation, on disait, regardez votre généalogie, d'où vous venez. Parce Mhm. que d'aller manger des produits exotiques, donc qui viennent de l'autre bout de la planète, alors déjà, en dehors du fait que ça a certainement été cueilli, non pas une fois Ah qu'ils oui. sont mûrs, mais bien avant, et donc il y a eu du transport, tout ça, donc voilà, ça aussi, ça a un impact sur la digestibilité, mais il y a aussi que finalement, on n'a pas l'empreinte génétique nécessaire pour digérer ce genre de choses. Voilà. Mhm. Donc c'est pour ça qu'après, moi, je dis, voilà, documentez-vous sur les régimes standards, que ce soit paléo, AIP, signalé, Whole30, GAPS, tout ce qu'on veut. Maintenant, il y en a pléthore. Mais gardez un œil critique parce que, voilà, moi, je vois parce que donc je publie énormément de recettes AIP parce que je l'ai découvert après avoir eu mon nouveau régime et puis j'étais perdue, j'avais besoin de soutien et tout ça. Donc et je l'ai vraiment trouvé au sein de la communauté, surtout anglophone, sur les réseaux sociaux, parce que donc on a tous des maladies auto-immunes quand on suit ce protocole. Par contre, voilà. Excuse-moi une seconde avant de développer là-dessus. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le protocole AIP parce que je pense que c'est pas très connu. En France, moi j'en ai parlé parce que je l'ai essayé, donc j'en ai parlé à des naturopathes qui n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ou alors enfin, ils avaient entendu parler, on va dire, du nom vaguement, mais c'est pas vraiment très développé, très connu. Et du coup, moi, en fait, c'est comme ça que je t'ai découverte. Béa, c'est en recherchant sur les maladies auto-immunes, je suis tombée sur ton blog. Donc, je voulais parler de ton blog, justement, où tu proposes tout un tas de recettes AIP et aussi d'autres, des recettes véganes, sans gluten, etc. Paléo aussi, je crois. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que cet AIP? Alors c'est le protocole, donc été mis au point par un médecin américaine, et donc c'est le AIP, c'est pour Auto-Immune Protocol. Donc c'est un protocole, c'est-à-dire que pendant un minimum de 30 jours, il faut éliminer
tout un tas d'aliments, en l'occurrence, alors c'est beaucoup plus que les céréales sans gluten, c'est-à-dire toutes les céréales, aucune céréale autorisée, aucun fruit à coque, aucun solanacé, c'est-à-dire tout ce qui est tomates, aubergines, pommes de terre, voilà, poivrons, piments, voilà. Aucun solanacé, aucun produit laitier, quoi d'autre, Pas aucune d'œufs. graine, hein, pas d'œufs, voilà. Donc voilà, la liste est quand même énorme, c'est quand même un régime particulièrement restrictif. D'ailleurs, quand je l'ai découvert, je me suis dit, comment font-ils pour supporter un truc pareil? Jamais je pourrais supporter un truc C'est pareil. très compliqué. Et je me disais, mais on peut absolument rien faire. Moi, je suis hyper gourmande, j'ai quand même, et mon médecin m'avait dit, non, mais continuez de temps en temps à vous faire plaisir. Voilà, il m'avait pas interdit de manger un muffin ou je sais pas quoi, tant qu'il y avait sans gluten. Pour moi, voilà. Et donc, je lui ai dit, mais on peut absolument rien faire. Et en fait, donc voilà, comme j'ai découvert cette communauté, puis que voilà, ça faisait déjà à peu près 2 ans que je connaissais, qu'il y a eu quand même ce soutien où voilà, on a tous des maladies auto-immunes et ça permettait de lire des témoignages de personnes qui voilà, qui étaient en rémission, enfin grâce, en tout cas, à une nette amélioration de leurs symptômes grâce soit au protocole AIP, soit à quelque chose qui ressemblait. Voilà, du coup, voilà, quand j'ai créé mon blog, je me suis dit, je vais tenter de créer une recette avec la farine de souchet qui fait partie des rares farines qui sont autorisées. Parce que le souchet n'est ni une céréale, ni un fruit à coque, donc c'est autorisé. Et du coup, ma grande surprise, ma recette était bonne et voilà, elle est devenue assez virale, Viral. quoi. Et donc, ils ont adoré donc, mon fameux banana bread. Et du coup, alors quand c'est les Américains qui adorent le banana bread, alors que ça vient de chez eux, là, voilà, bref. Et donc, voilà, c'est comme ça, un peu par accident, et vous, un peu par solidarité, comme j'avais été quand même beaucoup soutenue, ça m'a beaucoup aidé de voir les témoignages des autres, parce que moi, c'est ce que je dis, lisez des témoignages, parce que c'est la galère. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous vendre du rêve. Moi, ça m'a pris presque 2 ans pour arrêter les médicaments. Tous les premiers mois, j'avais l'impression que ça n'avait aucun effet sur mes douleurs. Je me disais, oh, c'est bien, j'ai une plus belle peau, j'ai plus de kératose-filaire, mais ou presque plus, enfin ça diminue. Et puis je perds du poids, mais c'est pas ça que je recherchais. Donc du coup, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'amélioration parce que c'était tellement en pente très très douce que du coup, et puis en plus, voilà, au moment où je commençais à constater des bienfaits, beaucoup plus d'énergie, c'est même surtout ma mère, donc la fameuse semaine de vacances que j'avais passée avec eux, où ça l'a rassurée, elle a vu que je mangeais vraiment bien, enfin, elle m'a fait la remarque, mais dis donc, t'as beaucoup plus d'énergie qu'avant, parce que moi, je m'en étais même pas rendu compte. C'était Voilà. progressif. Ouais, c'est tellement, 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 tellement progressif que du coup, voilà. Et sauf que cette fameuse semaine de vacances, je suis revenue avec une tique. Voilà. Et là, on m'a mis sous haute dose Aïe, d'antibiotiques. aïe, aïe. Ouais. Et alors là, mes crises sont revenues et on m'a remis sous anti-TNF. Que D'accord. j'avais déjà essayé d'arrêter de moi-même. J'avais dit, allez, mon premier truc, j'essaye de m'en passer. Et là, c'était impossible de m'en passer. Donc, enfin bref. Donc, j'ai eu quand même alors que je commençais à avoir donc des premiers bienfaits au bout de 5 mois, je crois. Ça devait être en mai. Oui, à peu près 5 mois. Voilà. Et donc, pendant les 5 premiers mois, surtout, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'amélioration. On se retrouve à ne plus pouvoir aller à la cantine parce que même sans être sur protocole Ouais, AIP c'est qui ça, il y est a tout hyper plein de contraintes. restrictif, rien que le mien, sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs, qu'est-ce qu'on mange dans une cantine professionnelle. Et dès que je posais des questions sur qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ils étaient incapables de me répondre. C'était ingérable, parce qu'après, là, il y a trop de monde. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que pour être sûre de ne pas faire d'écart sans le vouloir, il fallait que je prépare mon déjeuner, enfin voilà, ma boîte déjeuner, tout ça. Or, quand on commence ça, mais on est déjà crevé, on a des douleurs, on n'en peut plus, c'est déjà
énorme de gérer le quotidien. Et on nous rajoute encore des choses. Donc, moi, c'est ce Très que je dis, mais compliqué. lisez les témoignages, parce Mhm. que c'est ça qui va vous permettre de vous accrocher suffisamment longtemps pour pouvoir voir jusqu'à ce que vous voyez vraiment une amélioration. Alors, sachant que néanmoins, ça peut ne pas être, si vous allez sur un régime standardisé, il peut ne pas être approprié pour vous, puisqu'on est tous uniques. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, moi, ce qui a aussi fait le gros succès de ce fameux banana bread, c'est qu'il était enfin sans noix de coco. Parce que énormément de recettes AIP créées par les autres blogueurs mettaient beaucoup de noix de coco. Or, il y a un énorme pourcentage de la population qui est allergique à la noix de coco, C'est intolérant ou étonnant, ouais, allergique. c'est étonnant Voilà. ça. Et en plus, c'est vrai que dans les recettes AIP, il y a beaucoup de noix de coco parce qu'il faut bien remplacer Voilà. la farine traditionnelle où on met de la Ouais, farine de de toute noix de façon, coco ou de la farine de voilà. souchet ou ouais. Voilà, donc du coup voilà, donc moi en fait, en voulant remonter le moral des AIP sans noix de coco, en tentant de créer une recette, bah voilà, je me suis retrouvée du coup à continuer à leur créer plein de choses parce qu'ils ont été très très demandeurs. Puis bon, vu les retours que j'ai eus, les compliments, ça m'a encouragée à continuer. Donc certes, moi je n'ai jamais suivi le protocole AIP en lui-même parce que j'avais déjà eu ma propre prescription sur mesure, entre Mhm. guillemets, mais ça m'a permis d'avoir une communauté pour du soutien, parce que voilà, il ne faut pas s'attendre à des résultats du jour au lendemain. Moi, j'en vois un certain qui disent ça fait une semaine que je suis sous protocole AIP ou c'est que j'ai enlevé je sais pas, les aliments ou que je suis sans gluten, je sais pas quoi. Hein. Alors, ils ont changé de régime alimentaire, on va dire, et je vois toujours pas de résultat. Mais une semaine, c'est pas assez. Ouais. C'est loin Et d'être. Surtout, je pense qu'apparemment, plus on avance en âge et plus c'est long, parce que je trouve qu'en fait, plus il y a de dégâts. Moi, ce que j'ai d'ailleurs tendance à dire, c'est en gros, quand on enlève les aliments, on arrête le marteau piqueur, mais après, il faut encore reboucher le tout trou. réparer, oui. Or, plus le trou est grand, plus il faut réparer. Enfin, voilà. Mais de toute façon, on ne peut pas le faire sur des longues durées, ce genre de protocole où enfin, c'est une éviction tellement importante de groupes d'aliments. Ouais. Je pense de toute façon, il y a une phase de réintroduction, hein. Je pense que la phase d'élimination, elle est entre 1 mois et 12 semaines, je pense. Enfin, c'est ce que j'ai lu moi. Et qu'après, on réintroduit quand on n'a plus de symptômes. Bah Enfin, voilà, c'est mais moi, ça. Mais c'est le gros problème. C'est mm, que moi, plus de symptômes, des symptômes digestifs, j'en ai encore. Certes, j'ai plus de symptômes vraiment purement articulaires, mais j'ai encore quand même régulièrement mal au ventre. mhm, Donc, moi, je pense pas que j'aurais été en mesure enfin déjà pas en un mois, ça c'est clair et net. mm. J'aurais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal euh, à dire bah, cet aliment-là, en lui-même, je peux le réintroduire ou pas. Parce qu'après, il y a certains jours, exactement les mêmes aliments vont très bien passer. Le lendemain, ça passera pas. D'accord. Euh, Mm. donc moi-même, hein, ça me sidère, mais parce que voilà, encore une fois, on est un tout. Le lendemain, ça passera pas parce que peut-être que quelqu'un m'aura appelé ou j'aurai reçu un email ou je sais pas quoi. Il y aura peut-être eu un événement quelconque qui m'aura stressé et qui aura induit je ne sais quoi, ou j'aurais Mm, bien peut-être sûr. mangé un petit truc différent et qui fera toute la différence parce que problème de combinaison alimentaire, il y en a qui s'aiment pas du tout. Il ne faut pas les mélanger. Donc voilà, c'est tous ces trucs-là à prendre en compte. C'est un peu sans fin. Et d'ailleurs, le gros souci, moi, j'ai été à 2 doigts de ce qui s'appelle l'orthorexie, Bah, c'est-à-dire c'est après, ça, oui, c'est on ça, se c'est dit, compliqué. j'ose plus rien manger. Ouais, c'est compliqué. On Mais on a peur de manger. tu sais, moi, j'ai fait ça 1 mois. J'ai tenu 5 semaines. J'ai tenu 5 semaines sur le protocole. Et pourtant, j'ai fait des protocoles assez stricts. J'avais fait des protocoles anti-candidose qui étaient très stricts. Mais là, je suis arrivée à un moment où je n'en pouvais plus. Je me suis dit, mais j'ai faim. J'ai faim. Pourtant, je mangeais quand même pas mal, mais ma digestion, c'était le chaos. Par contre, oui, j'avais plus d'énergie au début. Moi, ça a été très rapide en fait. Au tout début, j'ai eu beaucoup plus d'énergie.
Mais par contre, ça a mis le chaos dans ma digestion. Alors, bon, là, j'ai rajouté 2-3 choses. J'ai rajouté les œufs, j'ai rajouté le sarrasin que j'adore et puis les pommes de terre. Je suis en processus de réintégration et tout se passe très bien. Mais sincèrement, sur la durée, je trouve ça très compliqué et je pense que c'est essentiel de se faire accompagner quand on fait un protocole comme ça. Parce que voilà, j'ai peur que ça crée des carences si on n'est pas accompagné correctement dans des protocoles de... Ah bah là, ouais, aussi restrictif, ouais. Donc moi, la grande question, et j'avoue que j'ai pas la réponse, c'est donc si parce que j'en vois certains qui sont ils suivent le protocole, qui restent en phase d'élimination du protocole AIP pendant 2-3 ans parce qu'ils n'ont pas Waouh, suffisamment ok. d'amélioration Mm. pour réintroduire. Mais alors que très clairement, il est dit que c'est pas censé durer. Mais oui, mais si on n'a pas particulièrement d'amélioration. Or, il y a aussi des personnes qui, je me sens bien, donc j'ai trop peur de réintroduire. Il y a aussi Oui, ça, bah, ça cette c'est chose-là. sûr. Ça c'est sûr. Donc c'est là, c'est compliqué. Moi, ce que j'ai tendance à faire avec les personnes qui me consultent en, en privé, c'est est-ce que est-ce qu'avant vous sentiez bien en mangeant cet aliment? Il y avait voilà une de mes Mhm. consultantes qui me dit ah bah est-ce qu'il faut vraiment que je supprime le riz parce que bah, je trouve que ça me réussit bien. Je dis bah, gardez-le. Mhm. Oui, parce que en fait, Alors c'est certes, ça c'est le pas très but. catholique par rapport au protocole. On va dire, maintenant, là, t'es pas dans les clous. Mais ouais, mais bon, en même temps, aucun régime ne peut être, comment dire, pareil pour tout le monde. Oui, c'est ça. Voilà, on est Mhm. tellement, tellement, tellement unique parce que on a déjà, en fait, déjà notre flore intestinale, elle va dépendre de notre mode de naissance. Est-ce qu'on est né par voie basse, Mhm. enfin, naturelle ou par césarienne? Comment a-t-on été nourri? Est-ce qu'on a été nourri au sein, Mhm. enfin allaité, ou est-ce qu'on a été directement au truc industriel, là, voilà, les trucs Les pour laits en bébé? poudre, hein. Est-ce que les laits en poudre? Est-ce qu'on a été sous traitement antibiotique très jeune parce qu'on a chopé je sais Mhm. pas quel virus ou je ne sais quoi? Donc on a chacun une histoire qui est tellement, tellement personnelle que bien évidemment un régime standard ne peut pas aller à tout le monde. Ça c'est Ouais, je clair suis et net. d'accord. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment du cas par cas. Et d'ailleurs, très souvent, les gens, il y a un peu la réponse dans. Ils ne se rendent pas forcément compte. Ils vont me dire je vois que je suis pas bien depuis que je fais ça, ou depuis que je fais ça, ou voilà. Et donc, je dis bah ouais, bah, il faudrait peut-être creuser justement ce truc-là. Mhm. Et donc là, on repart sur le truc où on sort de l'assiette et vraiment la santé holistique. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là, et pourquoi, le pourquoi du comment. Bah, j'avais eu une consultante comme ça, elle me dit bah, donc elle venait de je sais plus un pays d'Asie, et elle me dit depuis que je vis en France ça va pas. Et donc est-ce que c'est le côté professionnel ou la vie en France, ou est-ce que c'est l'alimentation parce qu'elle n'a pas Mhm. l'empreinte génétique? Voilà, Mhm. il faut se Investiguer. poser, investiguer là-dessus. Et vraiment c'est du cas par cas, et il y a pas, c'est ça que je reproche au régime standardisé, puisque donc voilà, comme quoi d'ailleurs la noix de coco, elle est autorisée dans le régime AIP, mais il y a énormément d'intolérance à la noix de coco, Mhm. énormément d'intolérance aussi au manioc, et qui est également autorisé. Et alors moi, je m'étonne personnellement que la levure de boulanger soit Mhm. acceptée. Moi, c'est une de mes plus grosses intolérances, et elle est pointée du doigt dans les cas de candidose. Du coup, voilà, il y a des choses, je m'étonne, et ça n'aborde, à ma connaissance, ça n'aborde absolument pas le problème de cuisson. D'ailleurs, je vois des Oui, blogueurs non. américains qui vont publier des recettes, soit AIP ou paléo, et c'est complètement cramé. D'ailleurs, D'accord. ils appellent ça le burnt broccoli, brocoli brûlé. Et je me Ah dis, mais ouais. non, mais là, il y a un Non, oui. problème de Ouais, toxicité. effectivement. Mhm. Ouais. C'est extrêmement large, il y a un peu tout à prendre en compte. C'est compliqué, mais je pense que
voilà, la solution, c'est de se documenter soi-même, de tester sur soi, de surtout pas donner en gros le pouvoir à quelqu'un d'autre, que Mmh. ce soit la personne qui aura Ouais. publié le livre ou la recherche de suivre aveuglément, ou même, mais même un médecin qui va dire Mmh. bah, il faut enlever ça ou je sais pas quoi de votre alimentation, ou vous pouvez continuer à manger ça. Bah, ça dépend. Mmh. Je trouve que celui qui a le dernier mot, c'est le corps. Il faut C'est voir comment ça. il réagit. Ouais, c'est ça. Il faut s'écouter, écouter son corps et puis reprendre sa santé en main aussi. Voilà, ouais. Tout à fait. Moi, pendant longtemps, donc au début, donc pendant longtemps, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'effet. Du coup, j'essayais de continuer à me documenter et j'étais tombée bien sûr sur les histoires du crudivorisme. Et Mmh. donc du coup, et puis il y a aussi je connaissais l'histoire de Docteur Signalé, enfin donc le fameux régime Signalé où il a tendance à pousser sur le cru. Certes, Mmh. il parle de cuisson douce, mais il parle aussi beaucoup de manger le plus cru possible. Et ben, donc moi, à chaque fois, je me culpabilisais dès que j'avais intuitivement, voilà, c'était instinctif, je voulais faire cuire mes aliments, mais je me culpabilisais de le faire du fait de mes lectures, et puis bah, jusqu'au jour où je me suis tournée vers l'Ayurveda, et qu'un médecin ayurvédique, il s'appelle ça un Védia, je crois, m'a dit vous êtes de constitution Pitta-Vata, et donc votre pathologie, c'est lié à un dérèglement, enfin un déséquilibre Vata, et donc il faut absolument calmer Vata, et quand Vata voilà, se déchaîne comme ça, il faut absolument surtout pas de cru en fait. Et Mmh. donc là, mais ça a été elle m'a enlevé la culpabilité en fait de cuire mes aliments. Voilà. Et donc c'est là que je me suis dit, mais il faut vraiment prendre beaucoup de recul, même sur donc toutes les Ouais, publications, les trucs de tout à fait. recherche. Il faut voir, parce que voilà, c'est là où je suis extrêmement admirative et passionnée par à la fois la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique. C'est qu'on revient sur le fait de constitution unique, et Une grande donc ils vont, compréhension du corps, hein, voilà. forcément. Ah, c'est impressionnant. Ouais, Ils prennent notre pouls et ils nous racontent notre c'est histoire ça. quasiment. Mais moi, j'ai eu la même expérience que toi, en fait, avec le crudivorisme. Donc, j'ai fait ça pendant 7 mois, par influence aussi, par les lectures, par euh, une personne qui jurait par le cru, etc. Et puis finalement, ça a été dévastateur sur ma santé. Et ensuite, j'ai vu un médecin ayurvédique aussi en Inde, qui m'a dit en fait tout le contraire, que moi, je devais absolument manger cuit, que le Mhm. cru, c'était vraiment à éviter. Donc, je te rejoins Voilà. totalement là-dessus. Mais et puis il y a aussi que du coup, en fait, au fil des lectures, et puis il y a aussi comme la façon dont on est formaté, enfin, élevé, on a tendance à du coup à vraiment laisser le mental prendre le dessus et à ignorer notre instinct. Mm. Donc moi, j'avais instinctivement envie de faire cuire mes aliments. Et puis bon, par exemple, il y a des moments, bah, je me souviens, quand j'avais à l'époque où j'ai publié mes poireaux vinaigrettes sur mon blog, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, hein, tout à coup, j'ai eu une envie de poireaux vinaigrettes, mais peut-être, je sais pas, 1 ou 2 semaines d'affilée, je n'ai pas arrêté de m'en faire. Et en fait, et après c'est passé. Donc, ben oui, mais c'est parce que mon corps avait besoin de ça apparemment. Mm. Donc, il faut l'accepter et se dire, bah, quand on nous dit qu'il faut manger, bon, certes de tout, on est d'accord, et faire une rotation, je sais pas quoi, mais oui, mais mon corps, il me réclame des poireaux. Alors bon, bah, mais s'il veut des poireaux vinaigrettes pendant 2 semaines, ben, je vais lui donner des poireaux vinaigrettes pendant 2 semaines, et puis c'est tout. Et puis pareil, il y a eu une fois où ça m'a étonnée, je me suis retrouvée à manger de la viande rouge 3 jours d'affilée, ce qui me ressemble pas. Et j'avais vraiment cette Mm. envie-là. Et comme par hasard, c'était juste après mes règles. Bon, Ah désolé ouais, bah messieurs si ça. c'est tabou. Enfin bon, bref. Euh, Non, ici, il n'y a pas de tabou voilà, il sur n'y les a pas de règles sur tabou. ma chaîne. Voilà, donc, bref. Et c'était comme par hasard juste après mes règles. Et donc, je me dis, ah bah, je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Je pense que mon corps avait besoin de faire un Mm. petit boost de fer. Voilà, Ouais. donc il y a un moment, il faut aussi écouter son instinct. Parce que les hommes, les femmes, on est aussi des animaux. On a
enfin, mammifère, Oui. quoi. Mm. Et donc, on est doté d'un instinct, mais sauf qu'avec, on a tellement avec l'éducation, le truc, on a tellement le mental qui prend Mental. le dessus, que du coup, on en oublie tout ça et on est tout le temps à les recherches scientifiques. Bah oui, mais bon, il y a un moment, c'est mon corps qui parle. Point. C'est ça. C'est, au bout du compte, qu'est-ce qui a raison? C'est avec la recherche scientifique, je sais pas quoi, ou c'est mon corps qui a le dernier mot? Bon, Mm. Et voilà. aujourd'hui, Béa, enfin, comment tu décrirais tes symptômes? Est-ce que tu es comme on dit, en rémission? Est-ce que c'est un mieux-être? Enfin, voilà, Alors, je suis comment tu complètement. te... Alors, moi, j'appelle ça rémission parce que je suis pas si on peut prétendre guérir, hein. En tout cas, là, je j'ai plus du tout de symptômes. C'est rarissime, ou ça va être parce que j'ai eu éventuellement un très gros stress ou quelque chose comme ça, mais là, non. Et puis donc, ça fait plus de 4 ans que je prends plus, ça fait 4 ans et demi, je crois, que je prends plus aucun médicament. J'ai pas vu mon rhumato depuis 5 ans. Et pourtant, la dernière fois que je l'ai vu, il me renouvelait mon ordonnance d'anti-TNF. Et je lui avais dit que je suivais un régime voilà, sans gluten, machin, donc j'avais fait des intolérances. Il m'a rayonné hein, complètement. Oui, Mais bon, bah oui, mais en même temps, mais donc ça a ça, fonctionné pour voilà, toi, ouais. Mm. ouais, ouais, ça a fonctionné. Mm. Pour moi, je pense pour tout un chacun, hein, parce que Mm. donc, encore une fois, si ça fonctionne pas juste l'alimentation, enfin dans l'assiette, c'est aussi voilà la C'est nutrition ça, voilà, santé holistique. Parce que c'est ça. si j'étais restée avec l'homme avec lequel j'étais, enfin, dans la relation toxique, parce que bon après on est deux hein, dans une relation hein, en même temps, donc dans cette relation toxique je serais à nouveau sous anti-TNF, même en étant toujours sans gluten et machin. Donc Ouais, voilà. Et si j'étais restée dans mon ancien métier, plutôt que de tout finir par tout plaquer, pareil, je c'est pense ça. que j'aurais C'est un fini par pilier, voilà. voilà. Donc c'est un tout. Il faut Ouais. travailler sur tout en même temps. C'est un travail colossal de longue haleine, certainement de toute une vie. Oui, Mais c'est ça, il faut garder les bonnes habitudes après, parce que sinon on peut retomber effectivement alors, dans il y a les bonnes les habitudes pommes vont aussi. par rapport à, voilà, donc éventuellement un changement de vie, soit relationnel, Mm. sentimental ou professionnel, pour quand on voit que c'est ça qui est quand même un peu à l'origine, enfin, ou en grande partie des symptômes. Ouais, Non pas forcément parce qu'il y a du stress dans le boulot, hein, ça peut être aussi parce que c'est pas aligné c'est ça. avec nos valeurs. Mm. Hein. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu envie de soigner. Bon, alors, je prétends pas être médecin, hein, mais finalement, d'une façon ou d'une autre, c'est un peu ce que je fais. Donc finalement, j'avais rien à faire dans la compta, quoi. Donc Mm. c'était aussi mon corps qui m'envoyait des symptômes en disant, ben non, t'es pas aligné avec Pas ton dans la âme. bonne Enfin voilà, direction. Ouais. c'est pas ça ta mission de vie. Voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi, bon, bien sûr, l'exercice physique. Et puis aussi s'accepter. Moi, je pense que Oh oui. accepter sa. Moi, je suis une introvertie. Donc, d'arrêter d'essayer d'être extravertie et de respecter mon rythme d'introvertie. Mm. Respecter Euh, son unicité et voilà, ouais. voilà, oui, tout à fait. De respecter qui on est et pas d'essayer d'être dans les chaussures, dans les pompes Oui, de voilà, quelqu'un pas se d'autre. comparer et puis oser être soi, quoi, tout Voilà, simplement. oser être soi et dire crotte Mm. à la pression C'est ça. sociale et voilà, ou familiale ou autre, hein, et de dire bah non, moi j'ai besoin de pas plus de, je veux dire n'importe quoi, hein, j'ai besoin de pas plus de 2 sorties par semaine, Mm. sinon moi c'est trop au bout d'un moment, voilà. Donc et donc se respecter plutôt que de bon bah je suis jeune ou je sais pas quoi et il faut que je sorte. D'ailleurs, moi, je trouve ça très confortable. Hein. Maintenant que j'ai plus de 40 ans, il y a moins le truc de il faut sortir tous les soirs et je sais pas quoi. Moi, c'était l'enfer ce truc. J'en avais aucune envie. Bref. Ouais, Et mais c'est donc, ouais, ça, respecter ses voilà, limites, ses besoins, respecter savoir ses dire non. limites, se découvrir soi-même, vraiment et s'autoriser ses limites, de vraiment arriver à les déterminer et de les respecter. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on travaille avec toi si les personnes qui regardent sont inspirées et puis ont besoin d'un accompagnement? Est-ce que tu accompagnes uniquement les personnes qui ont des maladies auto-immunes? Est-ce que tu
accompagnes d'autres personnes? Comment ça se passe? Alors essentiellement, effectivement, c'est des personnes qui se tournent vers moi ont essentiellement des maladies auto-immunes puisque, souvent ils me trouvent enfin on me trouve c'est généralement par mon blog, par mes publications, donc parce qu'en fait voilà, donc quand j'ai commencé à enfin quand je me suis rendu compte que j'avais réussi à supprimer tous les médicaments et tout ça, je me suis dit: «Il faut que je crie sur tous les Mmh. toits». Mmh. Donc du coup, j'ai voulu créer un blog et je me suis dit: «Mais non seulement il faut que je témoigne, mais il faut aussi que j'apporte des solutions». Parce que si je leur dis, tester en enlevant le gluten, les produits laitiers, peut-être les œufs ou peut-être le protocole AIP, peut-être paléo, je sais pas quoi, tester et puis vous allez voir. Et si je leur donne aucune recette, moi j'avais entendu parler du régime signalé, non seulement ça manquait de témoignages, mais il y avait quand même particulièrement peu de recettes à Mmh. l'époque où j'en avais entendu parler. Donc là, on remonte vraiment à l'époque, vraiment au tout début de mon diagnostic, c'est-à-dire en 2007. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai voulu apporter, c'est à la fois mon témoignage et des recettes pour continuer à se faire plaisir, parce que ça aussi, c'est hyper important de se faire Ah oui, plaisir. Parce ouais, que si le moral, il est plus là, c'est ça. on va lâcher. On n'aura pas envie de continuer, on va reprendre les aliments interdits, enfin interdits ou éliminés au moins un Mmh. certain temps. Donc soit déjà on va pas tenir sur la longueur, puis même à la rigueur, même si on tient, mais en étant complètement déprimé, on va créer d'autres symptômes. Donc voilà. Bah oui. Donc voilà, effectivement, beaucoup des personnes qui viennent me voir en consultation, donc c'est uniquement en virtuel, c'est parce qu'ils m'ont trouvé par mon blog, qu'ils ont lu mon témoignage et que donc ils veulent aller plus loin, enfin en savoir plus parce que comment faire. Mais après, ça peut être parce que je sais pas, tout simplement se sentir mieux. Voilà, pas forcément une maladie auto-immune, hein, avoir Mmh. d'autres D'accord. symptômes d'inflammation, se dire bah tiens, j'ai l'impression que mon alimentation ça me convient pas, mais je sais pas quoi faire. Ou voilà, parce que voilà, ça peut être des problèmes digestifs, tout un tas de choses, hein. Certains viennent me voir parce qu'ils ont déjà eu une, soit une prescription par un médecin ou parce qu'ils ont d'eux-mêmes fait des tests d'intolérance alimentaire et ou ils ont voulu commencer le protocole AIP et ils veulent en savoir plus ou comment je vais faire, je sais plus quoi manger, voilà, on me demande d'éliminer plein de choses, qu'est-ce que je fais, je sais plus quoi manger. Mmh. Et donc là, moi, c'est un peu, bon, bah, alors ça, parce que forcément, maintenant, j'ai l'habitude Mmh. voilà, je peux aussi tout simplement guider sur comment faire quand, voilà, si le médecin fonctionnel ou le naturopathe ou je ne sais qui a dit, bah, vous devriez explorer ça. Certains sont complètement perdus, savent plus quoi manger, et donc là, je peux aider. D'accord. Je vais mettre le lien de ton site, de ton blog sous la vidéo. Et Bah, je te remercie. donc, Oui, parce que donc sur mon blog, il y a une partie prise de rendez-vous. ouais. C'est tout simple, Mhm. tout est sur le blog. Voilà. Puis Ok. après, s'il y a des questions, ça peut par rapport aux consultations. Après, quand c'est des questions très personnelles, enfin, j'ai quand même beaucoup de lecteurs tous les jours, donc je peux pas non plus répondre Oui, bah à des bien milliers de sûr. Mm. demandes personnelles, hein. Après, quand c'est très général, dans ce cas-là, si ça peut, la réponse peut intéresser d'autres personnes. Ce qui est mieux, c'est de passer par un commentaire quelque part. Au pied d'un article qui aura inspiré la question, que je puisse y répondre, que ça puisse après apporter d'autres renseignements supplémentaires aux autres lecteurs D'accord. également. Voilà. D'accord. Et puis, si vous voulez poser une question sous la vidéo, on y répondra évidemment. Dans la mesure Tout du à fait. possible, pas de questions personnelles non plus, hein, parce que bon, on ne peut pas non plus. Mais par contre, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les personnes qui veulent partager leur expérience ou Ah leur oui. témoignage par rapport à une maladie auto-immune. Si vous avez une maladie auto-immune et que vous voulez ben, partager un petit peu votre expérience, par exemple, avec l'alimentation, ou si vous avez testé le protocole AIP ou ce genre de choses, ben, allez-y, commentez. Nous, ça nous fera plaisir aussi de voir un petit peu Ah, tout à fait, ouais. votre parcours et où vous en êtes. Et puis, je Mhm. trouve que les témoignages, c'est important parce que ça peut toujours aider les autres. C'est Ah, incroyable. On soupçonne pas le pouvoir des témoignages parce que ça, c'est voilà.
quelqu'un qui est passé par là, enfin voilà, qui connaît les Mmh. galères d'un changement d'alimentation aussi radical, d'une part, et puis en ayant aussi ce vécu des symptômes, quels qu'ils soient, voilà, c'est C'est ça. extrêmement important, et c'est pour ça que moi je passe mon temps à demander aux gens de pas juste m'en parler comme ça, mais de le dire, de l'écrire éventuellement sur mon blog. Ouais. Mais il y en a qui sont souvent un peu timides. Alors, mettez des pseudos, je sais pas quoi, on s'en fiche d'avoir votre nom, votre prénom. Mettez des pseudos et témoignez, s'il vous plaît, c'est Mmh. indispensable. Voilà. Puis nous, en plus, ça nous pousse à continuer dans notre mission, hein, ça c'est clair. Hein. Absolument, absolument. Bah, en tout cas, j'ai été ravie de te recevoir, Béa, et merci beaucoup pour ton partage. Et puis bravo aussi pour ton parcours parce que, waouh, c'est beaucoup de choses qui ont été accomplies. Donc, Merci à voilà. toi, en tout cas, de m'avoir reçu sur ta chaîne. Hein. J'étais ravie de partager ce moment avec toi et avec ton audience. Et puis, bah, écoute, j'espère qu'on pourra remettre ça peut-être sur un autre Voilà, sujet. c'est Voilà. tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Ah oui, Merci beaucoup. À bientôt. merci. Au revoir.